Voilà, c'est la troisième vidéo, celle dans laquelle je vais vraiment vous faire la visite complète de notre installation. Alors, on va commencer par l'implantation. Donc, l'implantation, le choix du lieu où on installe son installation de méthanisation dans la ferme. Euh, donc, il y a des critères. Premier critère, critère géologique, hein, bien parce que un digesteur, c'est un bâtiment très très lourd puisque c'est un bâtiment qui est rempli ensuite de matière. Donc il faut avoir un sol capable de le supporter. Nous, ça a été nécessaire pour nous de couler des piliers en béton spéciaux parce que notre sol était pas suffisamment résistant. Donc ça nous a fait un surcoût malheureusement pour les fondations du digesteur. Euh, du coup, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir un digesteur plutôt pas trop grand, hein, euh, parce qu'en infiniment mélangé, les digesteurs seraient plus grands, donc ça aurait été encore plus difficile de l'implanter, puisqu'il aurait fallu faire encore plus de piliers en béton. Ensuite, il faut que ce soit ergonomique, donc pour ça, il faut être assez proche des sources de matière organique qui vont devoir rentrer. Donc nous, on a essayé d'installer ça au plus près des étables, voilà, de manière à faire rentrer le fumier assez rapidement. Ensuite, eh bien, il faut être assez proche des bâtiments qu'on veut alimenter en chaleur, puisque sinon le réseau de chaleur va coûter très cher s'il faut le tirer sur une très grande distance. Nous, on va chauffer les bâtiments de la ferme, des salles de cours, les, euh, les ateliers, voilà, du CFPPA à côté. Et puis, il faut que le raccordement électrique soit possible, donc il faut être pas trop loin ben, de, d'un point dans lequel ERDF accepte la puissance électrique produite. Nous, c'est une petite puissance électrique, on peut dire. 77 kW, c'est l'équivalent de... On dit souvent que 1 kW, c'est la puissance moyenne consommée par un foyer, donc on peut dire 77 foyers. Voilà. Pour les plus grosses installations, ça nécessite d'avoir quand même des câbles assez importants sur le réseau EDF capables d'accepter cette production électrique. Et puis, il faut être le plus près possible également des zones dans lesquelles on va épandre le digestat pour éviter de le transporter sur de trop grandes distances. Et donc, voilà. Voilà notre installation. Le site de l'installation, près des productions de fumier, pas trop loin des bâtiments qui vont être chauffés, avec la zone, les champs autour dans lesquels va être répandu le digestat. D'ailleurs, épandage du digestat qui va être facilité parce que on a créé un réseau qui permet de faire circuler le digestat liquide pour le récupérer à différents points pour pas être obligé de le transporter dans des tonnes. Voilà. Et le raccordement électrique, finalement, c'est le point qui n'est pas optimisé pour nous puisque on est obligé de faire une grande tranchée qui contourne tout ça et qui va jusqu'à la route plus loin, à quelques centaines de mètres, pour pouvoir injecter l'électricité. Ce qui fait que ne serait-ce que le coût du câble, c'est déjà assez important, de l'ordre, je crois, de 50 ou 70 000 euros simplement pour la tranchée et le câble qui coûte très cher pour transporter l'électricité. Voilà. Alors maintenant, cette installation, voilà à quoi elle ressemble. Enfin, les photos qui vont suivre vont vraiment vous montrer. Là, ça c'est un petit schéma donc dans lequel on a la globalité. Je vais vous présenter le circuit de la matière organique dans un premier temps et ensuite le circuit du gaz produit. Alors, allons-y. La chaîne commence par l'incorporation dans la trémie de matière organique. Et cette matière organique étant un petit peu trop sèche, il y a de l'eau qui est rajoutée. Alors eau qui vient pour une part de la lagune qui est à côté, dans laquelle on récupère tout un tas d'eau de pluie sur d'ailleurs toutes les surfaces ici qui sont goudronnées, dont l'eau est récupérée dans la lagune un peu plus loin. Et une partie également du digestat liquide qui va être stocké ici dans cette grande lagune là, qui peut être réinjecté pour humidifier et atteindre les 23% de matière
matière sèche. Une fois le mélange réalisé, avec une vis sans fin, on emmène ça vers un broyeur et puis la matière est poussée par une pompe pour pénétrer à l'intérieur du digesteur. À l'intérieur du digesteur, donc pendant 23 jours, les bactéries font leur travail pour produire du gaz qui va donc s'accumuler dans un premier temps sous le dôme avant d'être consommé ou convoyé. La matière organique, après avoir été digérée, a perdu à peu près 10% de sa masse, puisque 10% de la masse environ se transforme en gaz, hein. Et donc, la matière organique restante, ce qu'on appelle le digestat, est pompée à la sortie. Et puis, elle est pressée. Donc, dans ce petit bâtiment, là, il y a un séparateur de phase qui la presse pour récupérer euh, une espèce de poudre, de poussière, un petit peu de matière assez sèche qu'on appelle la phase solide qui va s'accumuler ici. Et la phase liquide, elle va être entraînée dans la lagune à côté par des pompes pour pouvoir être ensuite épandue par le réseau d'irrigation. Voilà. Alors on va reprendre ces différents points un par un avec des photos. Alors voilà, donc on part de la matière organique qui va dans la trémie. D'autre part, en partant de la lagune et ainsi que du digestat liquide, on a possibilité donc de pomper des liquides et de les ajouter dans une vis mélangeuse, une vis sans fin mélangeuse qui est située ici en bas de la trémie et qui permet donc d'atteindre le taux de matière sèche que l'on souhaite. Le trajet de la matière continue. Voilà, il continue comme ceci. Ici, il y a un petit piège à cailloux qui récupère quelques cailloux, même si bon, on n'a pas l'espoir qu'il récupère tous les cailloux. Les cailloux, c'est un problème. Si on ne fait pas attention et qu'on fait rentrer des cailloux, ça risque d'abîmer le broyeur, d'abîmer les pompes, etc. Bon, donc faut prêter une attention particulière à la qualité des matières qu'on fait rentrer. Euh, Ensuite, donc, c'est une autre vis sans fin qui entraîne la matière vers le broyeur. Donc là, il y a le broyeur. Et par gravité, la matière broyée et par là même homogénéisée tombe dans un piston hydraulique, une pompe hydraulique qui est dans ce caisson là et qui pousse la matière pour la faire pénétrer par ce gros tuyau que vous voyez monter et qui pénètre donc dans le digesteur. Voilà, là vous avez une petite photo du broyeur. Alors ensuite, bien la matière va traverser le digesteur avec donc un brassage qui lui permet de dégazer, la température qui est atteinte grâce à un chauffage en entrée. Vous voyez d'ailleurs les tuyaux là, calfeutrés là, qui apparaissent gris sont les tuyaux du réseau de chauffage. Donc on voit une photo là sur le côté du digesteur avec le système là qui permet de faire tourner lentement l'axe central qui sert à la fois de chauffage mais aussi pour l'agitation. On voit les différents petits mécanismes annexes, donc par exemple la pompe à graisse qui permet de graisser l'axe, la pompe qui injecte un petit peu d'air dans le ciel gazeux, on en reparle après, pour oxyder le sulfure d'hydrogène qui est un gaz produit en petite quantité mais qui est corrosif et donc qu'il faut éviter d'envoyer dans le moteur, donc qui est oxydé grâce à l'ajout d'un petit peu d'air mais pas trop pour pas créer un mélange explosif. Et donc on voit aussi ici qu'on a un vérin qui actionne le fond racleur qui est pour éviter donc la sédimentation au fond du digesteur. Voilà. Donc ce qui fait avancer la matière, c'est tout simplement le fait qu'on en fasse rentrer en permanence d'un côté et qu'on en soutire assez rapidement par à-coups de l'autre, qui fait que la matière se décale progressivement par tranche et donc traverse notre digesteur. À la sortie, donc, c'est par en bas que la matière est soutirée. Elle passe dans une clarinette. Je vous montrerai, je vous montre rapidement. Voilà, voilà, ce sera ça. À la sortie, ça passe dans cette pièce métallique qu'on appelle la clarinette. Hop. Ensuite,
ensuite c'est pompé. Donc la clarinette qui sert à récupérer les cailloux, là encore, hein. Euh, et donc c'est la pompe qui est ici, qui nous permet donc de pomper la matière et assez rapidement et de l'envoyer par un système de vannes dans ce stock tampon qui fait à peu près 4 mètres cubes. Et donc c'est important de soutirer la matière assez rapidement en faisant fonctionner la pompe à sa vitesse maximale de manière à favoriser l'avancée de la matière dans le digesteur. Ensuite, avec le système de vanne automatisé, la vanne de sortie du digesteur est fermée, les vannes d'aiguillage sont modifiées de manière à ce que dans une deuxième étape, on puisse faire passer à un rythme beaucoup plus lent la matière organique, donc le digestat pompé par la pompe, donc qui fonctionne au ralenti et qui cette fois-ci donc va orienter le digestat vers le séparateur de phase qui est chargé donc de presser le digestat pour le séparer en une phase liquide et une phase solide. Un petit zoom sur la fameuse clarinette à la sortie. Alors, vous voyez, c'est par en bas là que la matière organique est pompée en fonctionnement normal. Si jamais ça devait être bouché, on a une deuxième possibilité, donc une deuxième sortie, un deuxième orifice par lequel on peut la pomper, donc par en haut, mais c'est pas censé être utilisé ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas une vanne automatisée, c'est une vanne avec un volant qui se cache derrière, alors que les vannes qui sont utilisées en permanence par les automatismes sont des vannes automatisées. Voilà, des vannes pneumatiques de ce côté-là. Et puis, de ce côté-là, vous avez à droite la pompe. Et sur le côté, là en noir, on voit la connexion avec le stock tampon. C'est en ouvrant ici les vis de ce côté-là de la clarinette qu'on peut récupérer les éventuels cailloux qui auraient réussi jusque-là à traverser le mécanisme pour éviter qu'ils aillent plus loin et qu'ils nous abîment la pompe excentrique qui est un peu plus loin. Alors la séparation de phase, voilà comment ça fonctionne. Là, le digestat arrive ici par ce tuyau, rentre dans ce petit stock tampon au-dessus et par gravité tombe dans la presse, le séparateur de phase. Ici, il y a donc des mâchoires qu'on serre plus ou moins et qui vont donc exercer une pression sur la matière qui passe progressivement. Et donc les jus coulent derrière et la partie donc pressée, le solide, tombe, se déverse par les mâchoires de ce côté-là. Donc dans ce petit local, il y aura la phase solide qui va s'accumuler et qui sera régulièrement reprise et transférée vers le stockage, l'ancien stockage du fumier pour être épandue. Cette phase solide sera essentiellement un apport humique avec un petit peu de matière fertilisante, mais une grosse partie quand même des substances fertilisantes se retrouvent plutôt dans la phase liquide, voilà, qui elle, par contre, va être stockée dans la lagune à côté et qui sera ensuite transférée vers les points par lesquels on souhaitera la récupérer grâce à un réseau d'irrigation. Un réseau de transport donc de la phase liquide tout le long des champs qui sont autour. Voilà, donc la phase liquide passe par ces canalisations, la phase solide sera ensuite épandue dans les champs de la même manière qu'un fumier. Maintenant, le circuit du biogaz. Alors, il est un peu plus court. Le biogaz donc, est produit et s'accumule dans le digesteur. Et alors, on n'a que 80 mètres cubes à peu près de volume. 80 mètres cubes, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu, hein. Ça représente seulement 2 heures de production standard de notre installation. Donc, si jamais on arrête le cogénérateur pour quelque raison que ce soit, en 2 heures, les 80 mètres cubes sont remplis.
hein. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire des réparations. Ça nous obligerait du coup ensuite à tout de suite passer le gaz produit au torchère, hein, puisqu'on ne peut pas arrêter avec un bouton une méthanisation qui s'est lancée dans la matière organique, hein. Donc forcément ça ferait perdre du gaz. Alors c'est intéressant d'avoir un peu plus de stock tampon, hein, pour pouvoir faire les entretiens du moteur. Donc là on a une possibilité de faire passer du gaz, du biogaz sous cette bâche là, qui donc une très grande bâche biolène qui vient recouvrir le digestat liquide. On a donc dessous 800 mètres cubes de disponibles pour stocker du digestat liquide, et au-dessus la bâche biolène pouvant donc se gonfler, étant extensible, on peut espérer stocker au moins la même chose, donc au moins encore 800 mètres cubes de biogaz. Ça permet par la même occasion de récupérer le petit peu de biogaz qui continue de se dégager un peu dans le digestat liquide, qui continue un petit peu le processus de méthanisation. Alors ça nous donne un sacré confort, ça, puisque ça nous permet d'avoir 20 heures de stockage de notre production de gaz standard possible, et donc ça nous permet de disposer pratiquement d'une journée complète pour faire des entretiens sur le moteur, sans perdre pour autant le gaz. Voilà, alors troisième étape, donc ce gaz qui donc peut provenir soit directement du digesteur, soit venir du stock sous la bâche de la lagune. Ce gaz ensuite passe dans un puits qui récupère les condensats. Et oui, hein, on rappelle que là la température est de 53 degrés, donc il y a beaucoup d'humidité également, de vapeur d'eau qui se condense ensuite dans les tuyaux, et qu'il ne faut pas donc envoyer vers le cogénérateur. Donc là ça passe par un puits dans lequel on récupère les condensats. Et puis donc le biogaz continue son chemin et en fonctionnement normal la plupart du temps part vers le cogénérateur pour être donc valorisé. Et si jamais à un moment donné le cogénérateur était en panne pendant trop longtemps, eh bien, on peut envoyer le biogaz vers la torchère qui donc le brûlerait et ça serait perdu. Mais voilà, ça permet en tout cas ça permet de pouvoir l'écouler sans le recracher dans l'air, puisque le méthane étant un gaz à effet de serre qui crée plus d'effet de serre d'ailleurs que le CO2, il vaut mieux le brûler du point de vue de l'effet de serre. Alors maintenant on va passer ces différentes étapes, ces 4 étapes en photo. Alors première photo, là vous voyez ici l'intérieur du digesteur dans lequel a lieu donc la production de méthane. Le procédé de méthanisation, je m'étale pas trop dessus, mince. Mais voilà, il se fait en 4 étapes. Première étape, l'hydrolyse de la matière organique, c'est-à-dire casser en petits morceaux les molécules organiques. Ensuite, l'acidogénèse, suivi de l'acétogénèse qui permet de fabriquer des petits acides, essentiellement de l'acide acétique, enfin étant donné le pH plutôt sa base conjuguée des ions acétate. Et c'est à partir de ça ensuite que les bactéries méthanogènes démarrent leur processus, puisque c'est à partir de ces acétates ou alors du CO2 et du petit peu de d'hydrogène produit précédemment que les bactéries méthanogènes font leur travail et produisent du coup du méthane et du CO2. Voilà. Donc le biogaz est ainsi un mélange de méthane et de CO2. Alors plus on a de méthane, plus on est heureux, puisque c'est celui-là qui brûle, et le CO2, ben, malheureusement, on l'a avec, donc on fait avec. Donc plus la matière est hydrogénée, la matière organique qu'on fait passer est hydrogénée, et moins elle contient d'oxygène, plus on fabrique de CH4, ce qui explique la différence de rapport CH4 par rapport au CO2 selon les intrants que l'on peut faire rentrer. Alors voilà, toujours sur cette histoire de la digestion de la matière organique, un petit schéma intéressant à avoir en tête, c'est l'état de la matière en entrée. Donc tout ça c'est la matière en entrée qui contient pour une part de la matière sèche, hein, puisque ce qu'on fait rentrer c'est quand même essentiellement de l'eau, hein, même si on fait rentrer un oignon
ou je sais pas, ou de l'ensilage, il y a quand même plus d'eau que de matière sèche en fait dans un oignon ou de l'ensilage. Donc une petite partie, hein, pour nous, ça sera à peu près 23% de ce qu'on fera rentrer et de la matière sèche. Parmi cette matière sèche, il y a quelques petits minéraux qui, eux, ne sont pas de la matière organique et qui ne peuvent pas être transformés en méthane par le procédé. Le reste, c'est de la matière organique, en grande majorité. La grande majorité de la matière sèche, c'est de la matière organique quand même. Et dans cette matière organique, il y a des molécules plus ou moins faciles à digérer. Donc en 23 jours, eh ben, elles ne pourront pas toutes être digérées. Donc il y a seulement une fraction qui dépend un peu du procédé, une fraction qui est digestible. Voilà. Et c'est cette fraction digestible qui va être donc transformée pour fabriquer cette grosse colonne rouge, pour fabriquer le biogaz. Alors pourquoi une grande colonne rouge à partir d'une petite colonne verte? C'est parce que c'est un bilan volumique, hein, et donc les gaz occupent beaucoup plus de volume que les liquides, donc c'est que les liquides ou les solides. Donc avec cette petite fraction digestible, on fabrique des grandes quantités de biogaz. Voilà. Et donc ce qui reste dans le digestat, c'est ça. C'est donc l'eau, les minéraux, et puis la matière organique qui n'a pas pu être digérée. Voilà, alors toujours dans cette partie, la méthanisation, la production du gaz, tout à l'heure je vous ai parlé de l'injection d'air pour oxyder le sulfure d'hydrogène. Donc voilà, c'est une réaction chimique qui se passe grâce à un catalyseur biologique. Donc c'est des bactéries qui permettent au sulfure d'hydrogène, quand il y a un petit peu d'oxygène, d'être transformé en soufre, du coup solide, qui précipite et qui retombe dans la cuve et qui du coup ne pollue plus notre ciel gazeux, et puis d'un petit peu d'eau. Alors il faut faire attention cependant à ne pas injecter trop d'oxygène via l'injection d'air pour deux raisons. Tout d'abord parce que la méthanisation est un processus anaérobie, donc s'il y a trop d'oxygène injecté, eh bien, ça va gêner la réalisation du procédé de méthanisation. Il risque d'avoir des bactéries à l'intérieur du digesteur qui partent dans un mécanisme biologique de respiration plutôt que de fermentation. Donc ça c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas injecter trop d'air. Et deuxième raison, c'est que si on injecte de l'air, donc avec de l'oxygène en trop grande proportion dans un mélange de gaz qui contient du méthane, on risque d'avoir un mélange explosif. Et donc ça c'est une très bonne raison pour également ne pas trop injecter d'air. Donc on a des capteurs qui vérifient qu'on n'a pas trop d'oxygène dans notre ciel gazeux. Donc notre capteur est réglé pour s'affoler si jamais il y avait plus de 8% de dioxygène, mais ça ne devrait jamais être le cas. Voilà. Ça nous laisserait cependant un peu de marge avant d'atteindre la zone explosive. Bon, je ne vous détaille pas tout de suite le triangle là, qui permet, ce petit graphique qui permet de savoir quelles sont les proportions dans lesquelles le mélange est explosif. Hein. C'est ce petit triangle là à l'intérieur qui est la zone explosive. Donc les proportions qu'il faut éviter. Voilà. Alors il y a d'autres façons de se débarrasser de ce sulfure d'hydrogène, ce gaz. C'est d'ajouter des boues ferriques, voilà, à l'entrée de la matière, ce qui permet de faire des réactions qui permettent d'oxyder le soufre et de le précipiter. Mais ça a un coût, alors que ça coûte rien du tout d'injecter de l'air avec une pompe. Donc on espère que l'injection d'air avec une pompe suffira pour stabiliser à quelque chose, à un taux très bas le sulfure d'hydrogène dans le ciel gazeux. Alors deuxième partie du trajet du gaz, c'est son stockage ou pas. Donc là, c'est la sortie du digesteur. Vous imaginez que le digesteur est là. Là, vous voyez, il y a une vanne qui permet éventuellement d'emmener le gaz sous la biolaine dans la membrane, ou alors de partir directement vers le cogénérateur. Avant d'arriver au cogénérateur, donc étape 3, c'est le puits à condensat. Donc le gaz arrive sous terre, là, par un tuyau. Il repart ensuite vers le cogénérateur et les condensats sont récupérés puisque les tuyaux sont inclinés de manière à ce que les condensats s'écoulent en direction du puits à condensat. Avec une petite photo en coupe du puits à condensat, vous voyez, avec un siphon, et on récupère et on vient pomper les condensats de l'autre côté dans le deuxième
dans le deuxième puits. Alors d'ailleurs, ça c'est une zone qui sera classée une zone ATEX, puisque il y a passage du gaz. Potentiellement, on pourrait envisager que si le siphon, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionnait plus, il pourrait y avoir de l'air qui vienne se mélanger avec le biogaz et donc créer un mélange explosif ici. Donc c'est une zone ATEX et il faut toujours qu'il y ait de l'eau dans ce siphon. Alors, c'est pas un trop gros risque, hein, parce que il y a environ 4 litres de condensat qui sont prévus d'être récupérés chaque heure. Un peu moins, même beaucoup moins si jamais ça passe par le stock tampon, mais dans tous les cas, au moins 1 litre de condensat par heure. Donc 1 litre par heure, ça a vite fait d'entretenir le niveau du liquide dans le siphon. Quatrième et dernière étape, eh bien, c'est l'utilisation du gaz. Donc on a le gaz comme ça qui ressort de terre, qui arrive vers le local du cogénérateur, et donc là la possibilité de l'orienter soit vers le cogénérateur, l'utiliser, donc le brûler, et donc produire de l'électricité, produire de la chaleur, et ensuite bien sûr recracher le gaz carbonique. Alors là vous dites, ah là là, c'est une installation qui fabrique du gaz carbonique. Alors oui, qui recrache du gaz carbonique, mais pas plus finalement que le gaz carbonique qui aurait été naturellement recraché si on avait laissé la matière organique se décomposer sur le sol, hein. Donc c'est pour ça que c'est une technique tout à fait vertueuse du point de vue du bilan de gaz à effet de serre, hein, puisque ça ne crée pas du gaz à effet de serre, ça canalise la transformation chimique pour à un moment donné obtenir du méthane qu'on valorise, et au final on recrache la même quantité de gaz carbonique que ce qui serait dégagé naturellement par un processus de décomposition de la matière organique. Si jamais on a un problème et qu'on ne peut pas utiliser le cogénérateur, ou que le gaz est trop mauvaise qualité au début, par exemple dans les périodes de lancement, pour alimenter le cogénérateur, eh bien on peut réorienter le gaz vers la torchère. Voilà, et donc j'arrête cette vidéo ici, elle est déjà assez longue. Je vais faire une dernière vidéo pour vous présenter les chiffres clés. Voilà.